Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue. À la une de ce vendredi, les gangs continuent de multiplier les exactions au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, plus de 33 000 personnes sont obligées de fuir la capitale haïtienne en raison de la violence des groupes armés. La police nationale multiplie ses opérations contre les gangs. Au moins 2 d'entre eux ont été abattus par les forces de l'ordre. Ernst Julmé, alias Tigreg, a été tué par des unités spécialisées de la PNH jeudi. Et puis en politique, les 7 membres du Conseil présidentiel ainsi que les 2 observateurs sont connus. Leurs noms ont été acheminés à la CARICOM. Désormais, le passé de ces différentes personnalités est actuellement scruté à la loupe. Dorochef, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Plus de 33 000 personnes ont fui la violence des gangs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince en 15 jours, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. L'OIM affirme que les attaques et l'insécurité généralisée ont non seulement provoqué des déplacements à Port-au-Prince, mais qu'elles forcent de plus en plus de personnes à fuir la capitale pour se réfugier en province. Ils prennent le risque de voyager sur des routes contrôlées par les gangs, souligne l'OIM. L'organisation affirme avoir collecté ces données dans les gares routières les plus fréquentées et avoir constaté que plus de 33 000 personnes ont quitté la capitale entre le 8 et le 20 mars. Ces dernières se sont surtout dirigées vers le Grand Sud qui accueille déjà, rappelle l'OIM, environ 116 000 déplacés qui ont fui la capitale ces derniers mois. Autre point de l'actualité, des membres de la population ne voient pas d'un bon œil le Conseil présidentiel qui devrait assurer la nouvelle transition politique en Haïti. Selon eux, cette formule ne pourra apporter qu'un calme de courte durée. Exprimant leur lassitude face à l'ampleur de la violence des gangs, d'autres interrogés appellent les membres désignés pour la formation de ce conseil à faire un dépassement de soi pour sauver le pays. Toujours dans ce chapitre, les 7 membres du Conseil présidentiel ainsi que les 2 observateurs sont connus. Leurs noms ont été acheminés à la CARICOM. Désormais, le passé de ces différentes personnalités est actuellement scruté à la loupe. Comment se sont déroulées les négociations ayant abouti à la formation du Conseil? Quelles seront les prochaines étapes? Pour en parler, nous avons avec nous via visioconférence le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, qui a pris part aux différentes discussions organisées sous l'égide de la CARICOM. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Madame Barthélémy, merci de m'avoir invité. Alors nous savons depuis quelque temps déjà, l'actualité est dominée par la mise en place du Conseil présidentiel et vous aviez pris part aux discussions entreprises par la CARICOM, notamment pour la désignation des membres de ce Conseil. Comment se sont déroulées ces discussions, Monsieur Clarence Renoir? Comme vous savez, Madame Barthélémy, c'était de très longues discussions avec beaucoup de personnes, mais c'est un engagement de la CARICOM manifesté à travers plusieurs visites en Haïti, effectuées par les éminentes personnalités de la CARICOM, des anciens premiers ministres de la CARICOM qui étaient venus et qui avaient offert leurs bons offices pour les négociations entre les Haïtiens. Et vous savez, beaucoup de groupes avaient proposé des modèles de solutions à la CARICOM. Et je crois comprendre que la CARICOM a puisé dans les différentes propositions pour sortir une proposition aux Haïtiens. Donc, autant dire, pour être précis, que rien n'a été imposé aux parties haïtiennes, mais ce sont plutôt les parties haïtiennes qui avaient fait des propositions un peu différentes, semblables pour certaines d'entre elles, à la CARICOM. Et donc, la CARICOM a fait un modèle de proposition qui finalement est abouti au Conseil présidentiel. Puisque le Conseil présidentiel était aussi un vœu exprimé à la Jamaïque lors des discussions que nous avions eues, c'était en juin 2023, pendant 3 jours, avec les principaux acteurs, que ce soit de la société civile, du gouvernement et des partis d'opposition. Alors, certains reprochent aux acteurs qui composent ce Conseil présidentiel d'être des acteurs politiques, ceux qui déjà ont eu différentes discussions, que ce soit avec la CARICOM, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que les disparités qui sont liées à l'origine même des acteurs politiques ne vont pas
impacter sur l'efficacité de ce conseil, Monsieur Clarence Sonoy? Oui, on pouvait réfléchir comme ça, mais d'abord, il faut dire aussi que ce ne sont pas que des acteurs politiques qui composent le conseil présidentiel. En effet, il y a des Et, observateurs de la société civile. oui, il y a la société civile qui est présente, le secteur privé est présent, il y a une observation qui sera faite par des secteurs religieux, etc. Donc, c'est un mix qui représente largement la population haïtienne en général. Et il n'y a pas mieux que les partis politiques aussi, dans leur représentativité, pour faire partie d'un tel conseil. Oui, ils ne sont pas de la même chapelle politique, mais nous sommes du même pays. Nous connaissons et nous faisons face aux mêmes réalités. Quel que soit le parti politique, il doit faire un constat aujourd'hui. Il y a une priorité, par exemple, qui est la sécurité. Il y a une nécessité de retourner à l'ordre constitutionnel, remettre les institutions politiques en place. Donc, moi, je pense au contraire, Madame Barthélemy, que le fait que nous soyons pluriels, divers, je dis nous, il ne s'agit pas de moi-même, Clarence Sonoy, ou de UNIR en particulier, mais nous sommes dans une population qui est diverse, à cette population, ça nous fait vivre ensemble, ça nous fait cohabiter. Nous devons apprendre à cohabiter, à travailler ensemble. Moi, je crois que c'est une opportunité qui est offerte aux acteurs politiques haïtiens pour montrer leur capacité à travailler ensemble, parce que c'est ce que le pays attend des hommes et des femmes politiques. Votre capacité à travailler ensemble pour garantir à la population la sécurité, la stabilité et le bien-être. Donc, c'est une occasion de faire une expérience pour la première fois depuis moi-même, que je suis cette période de transition depuis 1986 à nos jours. À mon avis, c'est l'une des premières occasions qui est présentée au pays, à la nation, pour expérimenter ça, c'est-à-dire mettre les acteurs ensemble. Ils arrêteront de se battre. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit des Haïtiens? On dit les Haïtiens se mettent ensemble souvent pour détruire, mais pas pour construire. Alors là, ils ont une occasion de construire à travers un conseil présidentiel qui est divers, qui est pluriel, qui est multicolore, je dirais aussi, parce que nous sommes un peuple pluriel, divers et multicolore. Donc selon vous, il s'agit d'une véritable entente entre les acteurs politiques, malgré le fait qu'historiquement, donc les acteurs n'ont pas pu vraiment s'entendre. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre, Monsieur Clarence Sonoy, à ceux qui pensent qu'il ne s'agit que simple partage du pouvoir, que chaque acteur politique vienne pour prendre sa part du gâteau? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens? Bon, d'abord, je ne vois pas de gâteau à partager aujourd'hui. Haïti n'est pas un gâteau. Est-ce qu'il l'a jamais été? Je ne sais pas. En tout cas, pas dans cette période que nous vivons, où au contraire, il y a des responsabilités lourdes qui attendent chaque acteur qui propose ses services à ce conseil. Et j'ai envie d'emprunter ce mot pour le dire tout de suite. Il n'y aura pas de partage, il n'y a pas de privilège à tirer. On a besoin de personnes prêtes à servir. On a besoin de serviteurs et de servantes de la République aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il faille réfléchir en termes de gâteau. C'est une expression un petit peu péjorative qui est accolée aux politiques pour dire que les politiciens se battent toujours pour des parts de gâteau. Il n'y a pas de gâteau aujourd'hui. C'est un pays malade, c'est un pays qui est exsangue, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien dans l'économie. Au contraire, je crois que ce pays a besoin de personnes qui puissent penser ses douleurs, penser les plaies de la population. Moun malade, il a besoin de monde qui est prêt à servir, qui pouvait nous permettre la population reconnecter, rebailler confiance à tête li et accorder confiance tout à monde qui représentait comme des leaders sociaux, des leaders politiques ou des leaders économiques. Alors, il faut dire qu'au niveau de Conseil ça, je dis, mais malgré le fait que, premièrement, leader Petite Dessalines n'est pas d'accord dans un premier temps pour vous représenter au sein de Conseil ça, mais la grande surprise, c'est que hier, il y a un représentant de Petite Dessalines et puis il y a également des changements qui sont effectués au niveau de ce conseil. Est-ce que vous pensez que ces changements vont donner une meilleure crédibilité à ce conseil? Crédibilité, je ne sais pas, mais ça devrait pouvoir donner peut-être une meilleure stabilité parce qu'il y a une meilleure représentation de l'ensemble des tendances politiques. Et avoir Petite Dessalines à l'intérieur, ben, c'est une bonne chose. Si Petite Dessalines a des critiques à faire,
et puis des années, pas le faire critique dans la rue, mais là, pour côté, pour le faire débat, pour le discuter, pour le proposer, et pour ensemble, avec l'autre acteur, il y a une meilleure mesure qui est nécessaire pour Haïti. Et ça m'a dit là, il faut pour n'importe quel autre parti politique, toujours, parce que nous avons tendance en Haïti, dans l'opposition, ce n'est pas le cas de l'unir, en tout cas, laissez-moi le dire rapidement, que depuis qu'on oppose avec un gouvernement en place, que c'est un gouvernement provisoire ou bien un gouvernement légitimement élu, c'est dans la rue pour la manifester. Non, il faut que nous apprenions à travailler ensemble, parler ensemble, discuter et parler de désaccords nous et trouver des points d'accord pour Haïti. Alors, moi, je pense que le fait que Petit Dessalines là-dedans, Lavalas là-dedans, et collectif des partis démocrates et des partis politiques qui gagnent dans le PHTK et d'autres partis politiques comme Unir ou bien créer OPL et les autres, eh bien, sont bonnes occasions pour nous travailler ensemble. Ou bien société civile là de l'autre côté qui là, ou bien ancien journaliste RAID, etc. qui là, et ou bien tout gouvernement sortant qui est présent. C'est-à-dire, c'est un effort d'inclusivité qui t'est doué offrir Haïtiens aux chances. Moi-même, ça me t'a aimé, ouais, Madame Barthélémy. Nous t'arrivons à la fin de l'exercice, de l'expérience, que l'histoire retenue, que chaque monde qui est désigné là, va faire honneur pays et honneur tête payo et que l'histoire a noté que ce monde ça a contribué à mettre stabilité, à mettre la paix dans le pays et dans la capacité pour travailler ensemble, même si capable de gagner une petite divergence, mais il faut nous joindre point d'ancrage, point d'union, point de réunion, trait d'union qui c'est Haïti. On dit également que il y a un monde qui est optimiste, M. Clarence Sonoa, quant à résultat que Conseil Sapral Baye, ou même en tant que leader du parti Unir, homme politique, est-ce que vous pensez que Conseil ça l'a porté fruit, la baille résultat qu'il faut pour Haïti? Alors, je ne vais pas présager, je ne vais pas ni mon qui dit qu'il va échouer, ni mon qui dit béatement qu'il va réussir à 100%. Cependant, moi, je pense qu'il y a quelques conditions qui passent en tête là que je suis capable d'énumérer, qui est capable de garantir succès et expérience. D'abord, il faut qu'il y ait sincérité parmi les acteurs politiques. Sincériser politique là. Pour que ce n'est pas des gens qui parlent des coups bas, qui parlent glisser pour figue en bas pied de l'autre pour faire le tomber, pour prendre avantage sur lui-même. Tout avantage personnel on a cherché à tirer, il parle d'un désavantage pays. Donc, il faut sincériser l'action politique que vous allez mener, c'est déjà quelque chose. Donc, capacité pour travailler ensemble et surtout pour tirer leçon de l'expérience passée. Qui côté monde qui était avant ou qui échoué, il même tout, il ne pas échouer là-dedans. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est rétablir la sécurité le plus rapidement possible dans le pays. Remettez confiance dans cette population, que le cas retourne dans la Kaili, que le cas retourne dans le quartier. Donc, ça veut dire, soit sécurisé, il faut que y ait un moyen de sécurité. Donc, il faut une collaboration avec la communauté internationale qui doit voyer force que pour mettre là, venir dans le pays, pour aider les Haïtiens, résoudre le problème ça, qui est tolérable. Ça, c'est une condition indispensable. Troisième condition, il faut que nous administrions dans la transparence. Justement pour répondre à suspicion qui gagne, voilà. Question de partager gâteau, ou bien encore, mon cap dit que c'est pas gagner plusieurs cortèges. Non, c'est pas vrai. Faut nous gérer l'esprit d'austérité. Ça veut dire c'est moins de dépenses. Chaque dollar doit compter, chaque adoquin doit compter pour l'argent qu'on va dépenser, nous qui sont pas avec lui. En cela, moi-même, unir, nous réfléchir pour nous dit, il faudrait que le monde qui va le conseil présidentiel, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de payer au salaire, il y a un frais de fonctionnement, il n'y a pas de salaire. Pas de cortège pour chaque monde, il y a un cortège pour le coordonnateur. Là. Moi, je dirais le coordonnateur au lieu que je le président. Parce que la présidence est assurée par un conseil, donc il doit mettre en place un coordonnateur, l'État plus bon. Et puis, on a dit tout, l'autre condition, c'est capacité pour préparer des élections inclusives, c'est-à-dire c'est pas garanti que CEP n'a pas un CEP qui penche en bois, son CEP qui parle là pour tout le monde, pour faire que l'autre parti politique qui participe dans l'expérience conseil ça, capable de se sentir à l'aise, pour venir participer dans l'élection, il faut une élection crédible et il faut qu'il n'est pas contestable. Condition ça aussi réunie, il prend le succès et succès ça prend des répercussions sous le prochain gouvernement est légitime qui va l'entrer en place là, il va le permettre de créer plus de stabilité. Alors, après formation conseil, ça, nous connaissons que gagner l'autre étape, qui c'est installation de conseil présidentiel. Ça, comme dernière question, M. Clarence Sonoa, il y a le groupe Montana qui opposait avec une cérémonie de passation officielle, même plutôt il optait pour une proclamation. Qui
Est-ce que c'est un avis que vous-même ou partagez au niveau de UNIR, M. Clarence, pour nous finir? Alors, on a dit une question comme ça, c'est une question que tu as de discuter et décider aussi au sein du conseil présidentiel et spécifiquement avec monde qui désigne, qui délégué dans le conseil ça et probablement avec parti qui et groupe qui mettait là-dedans. Cependant, si vous voulez avis personnel, moi je pense que faut gagner une passation de pouvoir. C'est une question purement administrative que liée. Et parce que ou pas jamais que au ministre qui donne poste vide l'aller et puis pour l'autre ministre qui est en place, c'est pas comme côté le bras qui dossier le bras joindre, qui dossier que tu as traité. On prend exemple au ministre, mais nous sommes capables de mettre au plus haut niveau aussi. Donc, il faut bien que bon passation de pouvoir qui fait. Les républicains sont acteurs républicains que liés. À moins que tu as fait un coup d'État. Sauf un coup d'État, c'est avec des amours pour pouvoir, son révolution fait. Donc, là, pas de passation. Mais là, moi, je pense que et le fait aussi que notre conseil présidentiel, ça a bien représentant gouvernement sortant, c'est-à-dire 21 décembre, eh bien, il est bon pour que une passation en règle normale qui fait et personne ne va déjouer là-dedans. Moi, c'est que le Premier ministre Ariel Henry, qui lui-même démissionnaire et qui est à l'étranger, s'il a une contribution pour le poter dans la passation, ça, pourquoi pas que le poter, pour que nous comprenions, tout le monde comprenne que le pays n'a pas de diviser encore afin de quitter afin de tel groupe pas là-dedans et tel pas là-dedans. Moi, je pense que ce n'est pas un bon bagage que lié. C'est mon opinion personnelle. Cela ne veut pas dire que j'impose, ou bien je vais imposer ma position à d'autres. Mais moi, je suis en faveur d'une bonne passation républicaine paisible pour montrer aux populations haïtiennes que nous travaillons ensemble, malgré qu'il y a une divergence entre nous-mêmes. Merci infiniment à vous, M. Clarence Saunois. Merci encore de votre disponibilité. C'est un plaisir, Mme Barthélemy. Merci. Pour nous et aussi. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, c'est avec nous le leader du parti UNIR, également journaliste. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce vendredi 22 mars 2024. Merci de votre fidélité à Télémétropole. La suite des informations. Les découvertes de corps sans vie se poursuivent au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce vendredi, plusieurs autres cadavres ont été découverts à Pétionville et sur la route de Frères. La sécurité a connu une montée vertigineuse dans ces communes depuis le début de la semaine. Les activités ont repris timidement à Pétionville. Rodolphe Pierre-Louis revient sur les faits marquants de la semaine jusqu'à ce vendredi à travers son reportage. C'est la semaine la plus sanglante dans toute l'histoire de la commune de Pétionville. En seulement 8 jours, cette municipalité est devenue la principale cible des groupes armés. Au total, du 18 au 22 mars, plus d'une trentaine de corps sans vie ont été retrouvés dans plusieurs rues, certains avec des impacts de balles et d'autres calcinés. La tension a monté d'un cran dans cette zone quasiment commerciale. Lentement mais sûrement, cette commune tente de se relever. Timidement, le grand commerce, les stations de service, les marchés publics, les petits commerçants, entre autres, fonctionnent. Toutefois, les démonstrations violentes des groupes armés s'étendent jusqu'au niveau de Thomasin. Des citoyens de cette zone, y compris ceux de la Baule, sont prisonniers dans leur propre maison. Entre incendies, scènes de pillage et des détonations d'armes automatiques, la commune de Kinskov respire au rythme de la terreur imposée par des groupes armés. Une fois de plus, ce vendredi, des corps sans vie sont visibles à Frères. Des petits commerçants s'adonnent à leurs préoccupations sans se gêner du corps allongé dans le canal. Certains se demandent si c'est à cause de la situation du pays que bon nombre de citoyens ne s'inquiètent plus pour des corps sans vie remarqués dans les rues, ou c'est parce que la majorité a perdu son humanité. Il est clair que selon les constats, les commerçants sont à l'aise. Une semaine depuis que Pétionville est devenu le théâtre meurtri des groupes armés qui ont décidé d'apporter l'insécurité dans des zones réputées tranquilles. D'un autre côté, une reprise timide des activités a été constatée à Pétionville ce vendredi. Des citoyens tentent de se ravitailler comme ils peuvent. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre nouvelle, une tendance à la reprise des activités était observée ce vendredi au centre-ville de Port-au-Prince. Après les fusillades de la veille,
Une assez forte présence policière était constatée également. Il faut souligner que Ernst Julme, alias Tigreg, chef du gang de Delma 95, a été abattu par la police jeudi. Autre point de l'actualité, de longues files d'attente sont visibles devant les bureaux de transfert qui fonctionnent encore au niveau de certaines zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Certaines familles sont obligées de faire la queue pendant plusieurs heures avant de pouvoir retirer leur transfert. Il faut noter qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, certaines activités commerciales ont été interrompues. Les banques commerciales réduisent leurs heures de fonctionnement en adaptant un nouvel horaire.